La série Canal+, Marie-Antoinette et l'affaire du collier a captivé les spectateurs avec sa somptueuse représentation de la cour de Versailles et des intrigues du château. Mais comment cette adaptation se compare-t-elle à la réalité historique? À travers cette vidéo, tu l'auras compris, nous allons explorer quelles sont les différences entre la véritable vie de Marie-Antoinette et sa représentation à l'écran en nous concentrant particulièrement sur l'affaire du collier. Mais avant de commencer, si tu aimes mon travail, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie de mes vidéos, mais aussi à aimer, à partager et à commenter parce que ça me fait chaud au cœur. Je te remercie d'avance et je te laisse avec la suite. Tout d'abord, la série a été créée par Deborah Davis, qui a aussi été la scénariste de La Favorite. Dans cette série, Canal+ représente Marie-Antoinette comme une femme rebelle et incomprise. Dans la toute première saison, nous découvrons son arrivée à la cour de Versailles à seulement 14 ans et son intégration difficile à la cour. La deuxième saison, diffusée récemment, se concentre quant à elle à l'affaire du collier. Et l'affaire du collier, si tu ne le sais pas, c'est une affaire qui a entaché la réputation de Marie-Antoinette. Mais du coup, est-ce que les scénaristes ont vraiment respecté la réalité historique? À ça, la scénariste de la série répond que les besoins de la série nous ont parfois obligés à prendre des libertés avec la réalité, mais que ce qu'il se passait à la cour était tellement fou qu'il n'était pas nécessaire de trop en rajouter. Cette approche suit donc le conseil d'Alexandre Dumas, qui a dit « On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants ». Mais du coup, tu dois être en train de trépigner d'impatience pour savoir ce qu'était la véritable affaire du collier. Eh bien, l'affaire du collier, c'est un des scandales les plus marquants du XVIIIe siècle qui a débuté en 1785. À la toute base de l'histoire, c'était un collier de 650 diamants commandé par Louis XV pour sa favorite Madame du Barry. Sauf que le roi meurt et les joailliers se retrouvent avec un trésor inestimable de près d'1 600 000 livres. Et cela les met au bord de la faillite. Sauf que Marie-Antoinette, elle, aurait refusé d'acheter ce collier. C'est alors qu'intervient Jeanne de Valois, une femme ambitieuse qui rêvait de se faire une place à la cour de Versailles. Jeanne de Valois, ou bien aussi appelée comtesse de la Motte, a été rejetée par la reine. Après ça, elle prend pour amant le cardinal Louis-René de Rohan, qui était un ancien ambassadeur de France à Vienne. C'est alors que la comtesse met tout en place un plan. Elle fait croire que Marie-Antoinette, la reine, peut se réconcilier avec le cardinal et forge des lettres signées du nom de Marie-Antoinette pour inciter le cardinal à acheter le fameux collier. Sauf qu'une fois acheté, le cardinal remet le collier à un complice de Jeanne de Valois, qui s'empresse ensuite de revendre les diamants et de s'enfuir vers l'étranger. Le souci, c'est que le cardinal ne peut honorer le paiement et l'escroquerie est alors découverte, puisque les joailliers se tournent vers la reine qui n'était pas au courant de cette transaction. Mais du coup, quelle en est la représentation dans la série Canal+? Eh bien, dans la série, l'affaire du collier est représentée comme un pivot dramatique qui ternit la réputation de Marie-Antoinette. La saison 2 met alors en lumière la crise financière sans précédent qu'ont connue Marie-Antoinette et Louis XVI à la suite de cette escroquerie. La série y dépeint Jeanne de Valois comme une manipulatrice dont le but est de ternir la réputation de la reine. Marie-Antoinette est, elle, présentée comme une victime innocente qui tente d'aider ses sujets pendant un hiver particulièrement rude au moment où le scandale éclate. Maintenant, nous allons aborder les libertés créatives de la série. Bon, alors d'abord, la série prend plusieurs libertés avec la réalité historique. Par exemple, la série montre la reine jouant dans une pièce de Beaumarchais. Alors oui, cet événement est vrai, mais la série le modifie légèrement. Historiquement, il s'agissait du Barbier de Séville, moins submersif, et non du mariage de Figaro, comme dans la série. Aussi, d'autres éléments dramatiques ont été rajoutés pour renforcer l'intrigue et la tension narrative. De plus, la série a été tournée en langue anglaise avec un budget considérable de 27 millions d'euros, ce qui a permis d'avoir des costumes somptueux réalisés par Madeleine Fontaine et Marie Frémont. Pour la représentation de Marie-Antoinette, Deborah Davis a souhaité faire un portrait fidèle à l'archiduchesse d'Autriche. Et cela inclut des anecdotes authentiques sur sa personnalité. Par exemple, la série montre comment Marie-Antoinette a créé le surnom Madame Étiquette pour sa servante et raconte l'anecdote véridique où quand la reine tombe d'un âne, elle demande avec humour quelle est l'étiquette à suivre quand une dauphine tombe d'un âne. D'un côté, la série s'efforce de révéler les véritables facettes de la reine, mais l'embellit également pour en faire un personnage plus sympathique aux yeux du public moderne. Mais pour la cour de Versailles alors? Eh bien, la série recrée avec minutie l'atmosphère de la cour de Versailles, où l'étiquette rigide et les intrigues politiques étaient omniprésentes. Elle montre aussi comment la jeune Marie-Antoinette
arrivée à l'âge de 14 ans, doit s'adapter à un environnement totalement étranger. Cependant, la série tend à simplifier certaines dynamiques politiques complexes de l'époque, notamment les tensions entre la France et l'Autriche qui ont affecté la position de Marie-Antoinette à la cour. Bien que la série n'ait pas encore abordé la fin tragique de Marie-Antoinette dans les saisons diffusées, les événements qu'elle dépeint, comme l'affaire du collier, sont annoncés comme précurseurs de la Révolution française, qui mènera ultimement à la mort de la reine en 1793. L'affaire du collier est donc traitée comme un tournant qui contribue à dresser l'opinion publique contre Marie-Antoinette, ce qui est historiquement exact, même si la série amplifie probablement son impact immédiat pour des raisons dramatiques. Pour finir, cette série offre donc une fenêtre fascinante sur la dernière reine de France avant la Révolution. Si elle prend certaines libertés sur les faits historiques, elle reste globalement fidèle à l'esprit de l'époque et aux événements majeurs qui ont marqué la vie de Marie-Antoinette. Comme toute adaptation historique, elle doit adapter fidélité aux faits et nécessité dramatique. La série a aussi réussi à humaniser Marie-Antoinette, qui a souvent été caricaturée dans l'histoire populaire, tout en offrant un divertissement captivant qui incite peut-être les spectateurs à en apprendre davantage sur cette période fascinante. Évidemment, pour ceux qui souhaitent découvrir Marie-Antoinette au-delà de la fiction, il est toujours conseillé de consulter des ouvrages historiques rigoureux qui offrent une vision plus complète et nuancée de cette figure complexe de l'histoire de France.